Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Le choc et la colère du camp MAGA aux États-Unis après l'assassinat de Charlie Kirk, activiste et influenceur d'extrême droite. Il a été abattu par balle en public sur le campus de l'université de l'Utah dans l'ouest du pays. Donald Trump accuse la gauche radicale d'être responsable du meurtre. L'assaillant n'a pas été interpellé. La chasse à l'homme se poursuit. On va y revenir largement dans le journal de 11h. La Pologne ferme sa frontière avec la Biélorussie à quelques heures de manœuvres militaires conjointes entre Moscou et Minsk. Elles ont lieu tous les 4 ans. La dernière édition en 2021 avait été vue comme une répétition générale avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. La Pologne qui vient d'abattre des drones russes au-dessus de son ciel et sur le qui-vive. Et c'est précisément sur ces engins volants que l'on va passer les 45 prochaines minutes jeudi. Volants, mais pas que, ces drones qui sont déployés par centaines de milliers par les deux camps dans cette guerre subie par l'Ukraine depuis plus de 3 ans. Ils changent le rapport de force, ils changent aussi notre rapport à la guerre, tant le futur militaire semble se conjuguer au présent. Drone, le nerf de la guerre, question posée ce matin à mes invités, Mélina Huette, le général Trinquant et Gulliver Krag qui est depuis Kiev pour Parlons-en. On a beaucoup de choses à se dire. Bonjour à tous les trois, c'est parti. Général Dominique Trinquant, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Vous signez d'un monde à l'autre chez Robert Laffont. Merci de participer à cette discussion. Merci infiniment à vous, Mélina Huette, reporter ici à la rédaction de France 24. Vous êtes allée, entre autres choses, plusieurs fois, bien sûr, en Ukraine, et on a vu vos reportages à l'antenne de France 24. Et puis je salue Gulliver Krag qui est avec nous à distance depuis Kiev, où vous êtes notre correspondant. Gulliver, bonjour à vous. Je voudrais qu'on commence cette émission avec l'incrédulité qui a frappé les Polonais quand ils se sont réveillés hier matin, apprenant que des drones russes avaient été repérés puis interceptés dans leur espace aérien. Une première depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Gulliver, peut-être on peut commencer avec vous. Incrédulité et puis doute quant à la défense affichée par Moscou ces dernières 24 heures. Peut-on vraiment imaginer que la présence de ces drones russes dans le ciel polonais soit accidentelle ? Je ne pense pas, non. Ce n'est pas une première que les drones russes entrent dans l'espace aérien polonais. C'est une première que la Pologne et ses alliés de l'OTAN les abattent. Et certainement, l'envergure et la quantité de drones étaient beaucoup plus grandes qu'avant, ainsi que leur pénétration. Sur le territoire polonais, ils sont allés jusqu'à pas loin de Varsovie, même un peu à l'ouest de Varsovie. Alors ce n'est pas comme avant où c'était vraiment seulement dans les zones frontalières avec l'Ukraine. Vous savez, les services de renseignement ukrainiens, polonais et des autres alliés de l'OTAN traquent très bien d'où viennent ces drones. Il y a les restes des drones qui sont tombés sur le sol polonais qui permettent d'identifier d'où ils venaient. Je pense qu'il n'y a vraiment pas une place pour un doute quant au fait qu'ils venaient de Russie. Est-ce qu'on devrait le qualifier d'attaque? Ça, c'est une autre question parce qu'il semblerait qu'aucun de ces drones ne comportait une charge explosive importante. C'était plutôt une provocation. Ça, c'est le terme qui a été utilisé par les Polonais tant que par les Ukrainiens. Et peut-être aussi une mission de renseignement. Ils survolaient loin de l'aéroport de Rzeszów, par exemple, un nœud logistique très important. Général Dominique Trinquant, attaque, agression, provocation? Je pense à la fois provocation et à la fois renseignement. Autant on pouvait douter de la volonté russe d'envoyer des drones en Pologne dans les cas précédents, parce que c'était... Ils frôlaient la frontière, ils revenaient, etc. Là, le nombre de drones, l'endroit où ils sont allés, ne laisse aucun doute sur le fait que la Russie l'a fait volontairement. D'ailleurs, la réponse russe est intéressante. Le Kremlin a dit, c'est pas notre sujet, c'est le sujet du ministère de la Défense. C'est une façon de désamorcer un peu la crise. Mais oui, c'est une provocation. Comme la Russie a l'habitude d'en faire en permanence, que ce soit sur mer ou dans les airs, de tutoyer les lignes que constitue la défense de l'OTAN. Mais là, elle est allée plus loin que de tutoyer. Et c'est toujours pousser le bouchon un peu plus loin pour voir à quel moment on réagit. Au passage, ils ont été détruits. Donc ça veut dire que la défense antiaérienne a fonctionné. La Pologne a convoqué
l'OTAN sur l'article 4, pas sur l'article 5. Je trouve que c'est une mesure prudente. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer Oui, la l'article différence 4, ça veut dire qu'on se concerte, qu'on discute. On n'appelle pas à la défense commune. Et je crois qu'on a raison. Voilà, qui est l'article 5. Et je crois qu'au passage, qui a été utilisé une seule fois, nous sommes le 11 septembre, eh bien c'était en 2001, au moment de l'attaque des tours. Donc je pense que c'est à la fois une réponse efficace, détruire les drones, deuxièmement prudente, c'est-à-dire qu'on se concerte, on considère qu'on ne va pas en guerre, mais qu'on étudie un peu le sujet. Voilà, il n'empêche que la provocation est réelle, Mélina, de la part de la Russie. Oui, absolument. Alors effectivement, c'est la 9e incursion de drones depuis 2022 dans l'espace aérien polonais. C'est la première fois qu'il y en a 19 d'un coup. On a pu tracer quand Gulliver Krag à Kiev disait ça fait aucun doute qu'ils viennent de Russie. En l'occurrence, on sait déjà qu'il y en a 2 qui venaient de Biélorussie, donc effectivement envoyés par les Russes. Aucun doute que c'était volontaire aussi parce que derrière, ça s'est suivi. Donc on parle souvent de guerre hybride sur ce plateau. Il y a eu une grande campagne de désinformation qui a suivi cette incursion. Donc c'est vraiment, ça prouve que c'est une manœuvre coordonnée. Il y a eu beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux. Évidemment, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'en est mêlé en parlant de mythes. Donc il y a carrément pour certains au Kremlin la dénégation totale de quelque chose qui est prouvé, qui est factuel et que tout le monde a pu constater. Le but, c'est aussi de semer la peur, l'anxiété. Il y avait même certains faux articles qui reprenaient carrément ça y est, on est rentré en guerre. Donc voilà, donc ça sème la panique, ça sème la peur. Donc c'est multi-objectif, effectivement, du renseignement, tester les limites de l'OTAN aussi, voir comment on réagit. Effectivement, mesure de prudence. Mark Rutte, par exemple, lui, a été beaucoup plus prudent que les autorités polonaises, mais c'est normal, il est dans son rôle, eux dans le leur, parce qu'il se considère comme étant la prochaine frontière potentiellement d'une invasion Mark Rutte, le patron de l'OTAN. Ce que dit cet épisode, donc, on l'a dit, c'est la menace que la Russie exerce sur les membres de l'OTAN. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, et on l'évoquait dans le journal, le début de ces manœuvres Zapad qui ont lieu en Biélorussie, manœuvres conjointes entre les Russes et les Biélorusses, dont on a dit que l'édition 2021 avait été comme une répétition avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. C'est aussi une illustration de ce que les drones sont au cœur de cette guerre. Et là, on rentre dans le cœur de notre sujet, le nerf de cette guerre. On va regarder Gulliver Krag, l'un des reportages que vous aviez tourné il y a quelques semaines à propos du rôle de ces drones dans la guerre en Ukraine subie par l'Ukraine, et on va se retrouver juste après. Le 31 juillet, la Russie a ciblé cette zone résidentielle avec des drones Shahed de conception iranienne. Il y a eu 8 Shahed cette nuit-là. Un est tombé là-bas, un autre ici, et 6 ont visé l'usine à pain. Le mois dernier, la Russie a lancé près de 4000 de ces drones kamikazes sur l'Ukraine, selon le président Volodymyr Zelensky. Voilà ce qui nous terrorise toutes les nuits. Dans ce parking, cette ONG a exposé ces débris de Shahed. Il vise à appuyer sa collecte de fonds pour acheter des drones intercepteurs pour l'armée. Nous avons déboursé près de 12 500 €, grâce à quoi 4000 drones ont été abattus, dont une soixantaine de Shahed. Au départ, les intercepteurs ont été conçus pour éliminer des drones de reconnaissance, plus petits et plus nombreux que les Shahed. Ces soldats viennent d'en envoyer un pour traquer un drone espion russe. Celui-là n'est pas destiné à abattre des Shahed, mais avec d'autres drones, plus rapides, nous avons déjà abattu des dizaines de Shahed. La cible n'a pas été atteinte, mais le drone peut aller en chercher une autre, ou bien revenir. C'est tout l'avantage de ces machines, en plus de leur prix. Le plus cher coûte au minimum 5 fois moins qu'un missile solaire. Les drones intercepteurs sont tout simplement le seul moyen efficace et abordable pour protéger les villes ukrainiennes. L'Ukraine vient de lancer un vaste programme d'acquisition de drones intercepteurs. Bien trop tard, selon cet activiste anticorruption qui accuse l'État d'avoir ignoré les appels des ONG à acheter ces appareils. Pourquoi ne pas simplement donner l'argent aux ONG? Leurs bénévoles sont déjà en contact avec les producteurs, ils ont tout un système en place pour acheminer les drones vers les unités. Ma théorie, c'est parce que les gens pourraient alors comparer les prix. Aucun détournement de fonds dans l'acquisition des drones intercepteurs n'a pour l'heure été relevé. Mais après que des officiels ont été accusés de gonfler les prix d'autres drones pour empocher la différence, la confiance est rompue, tant dans les rangs de l'armée que dans les rues sinistrées d'Ukraine.
Voilà, Gulliver, pour ce reportage que vous aviez tourné avec Elena Voloshin il y a quelques semaines. Ça fait longtemps que les drones militaires sont utilisés sur le champ de bataille ou en dehors. D'ailleurs, on peut penser, et on y reviendra peut-être, aux opérations américaines ou encore israéliennes. Mais est-ce que la guerre en Ukraine sur ce sujet marque un tournant et si oui, pourquoi ? Je pense que cela ne fait aucun doute. Pour la précision, c'est moi qui ai tourné le reportage. Elena l'a traduit en français et posé la voix. Dans ce reportage, on fait référence à deux types de drones, essentiellement les Shahed et d'autres modèles dérivés du Shahed iranien que la Russie utilise pour des frappes plus loin de la ligne de front. Et les drones intercepteurs développés par l'Ukraine, mais maintenant récemment, et le colonel Syrski, commandant-chef de l'armée ukrainienne, le confirmait aujourd'hui, copiés en très grande quantité par les Russes, les drones intercepteurs qui peuvent être utilisés pour intercepter des drones Shahed qui vont bombarder des villes, mais aussi pour intercepter des drones de reconnaissance, comme c'était le cas dans la séquence que j'ai tournée dans le reportage, ou encore des drones plus petits. Et je pense qu'il convient aussi de parler des drones FPV qui ont une portée beaucoup plus vingtaine de kilomètres, une trentaine, mais qui sont produits par millions par la Russie et par l'Ukraine et utilisés par milliers tous les jours. Et c'est avec ces drones que les combats se font sur la ligne de front. Et c'est ça qui fait que les deux côtés sont souvent plus éloignés l'un de l'autre que ce n'était le cas dans les guerres précédentes, parce qu'il y a une zone des dizaines de kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, où il est vraiment très très dangereux de se déplacer. Ce qui fait aussi que les soldats ukrainiens, et je suppose que ça doit valoir un peu pour les Russes aussi, qui seront position sur la zero line, la dernière position avant l'ennemi, peuvent rester là pendant des mois. Il est très dangereux de faire le chemin. Ils peuvent être bombardés par ces petits drones de type FPV, ça veut dire First Person View, qui vraiment saturent le ciel. Et ils sont alimentés par leurs collègues, par d'autres drones qui leur amènent les armes, la munition et les vivres aussi. Mais comme c'est très dangereux de revenir, ils peuvent rester extrêmement longtemps. Ça devient extrêmement difficile et psychologiquement et physiquement pour les soldats qui sont vraiment en première ligne, mais beaucoup moins nombreux. Ça a changé et on va y revenir, la configuration de la ligne de front. Général Dominique Trinquant, pour que les non-initiés, malheureusement, comprennent bien de quoi on parle, c'est ce qu'expliquait Gulliver à l'instant. On est très loin du drone du commerce qui permet de filmer ses vacances. La palette des drones militaires est très large, de l'appareil ultra sophistiqué qui fait plusieurs mètres de long, aux petits engins qu'on fabrique quasiment avec des imprimantes 3D, du drone très technologique au bricolage. Il y a une palette immense. Oui, il y a une très grande palette. Alors les drones stratégiques, j'allais dire, qui étaient initialement des drones américains en fait, qui ont été utilisés en particulier au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Il y a longtemps qu'on les a. Souvenons-nous qu'en France, on se posait la question, faut-il armer les drones ou pas ? On en est quand même très loin aujourd'hui. Le deuxième type de drone dont vous avez parlé, on est loin des drones civils, mais en fait non, on est parti de ça. Les sociétés qui font des drones aujourd'hui, au départ, moi j'en avais rencontré un, il me disait mais je faisais des jouets. Et puis on est passé des jouets à ces drones. Il y a 3 sujets importants pour les drones. Il y a un sujet d'innovation, il y a un sujet de production et il y a un sujet de coût. Alors l'innovation, pourquoi ? Parce qu'à la guerre, tous les jours, les choses changent. Les softwares en particulier changent énormément. Donc il y a une évolution absolument fantastique. Le deuxième c'est la production. Le deuxième sujet, c'est la production. Il faut produire des millions, voire des milliers, de drones. Et les Russes, comme les Ukrainiens, en produisent beaucoup. Mais le problème, c'est que quand vous produisez beaucoup et que l'innovation change, vous avez un problème, vous avez un décalage. Et donc, ceux qui étaient produits beaucoup et qui n'ont pas l'innovation, donc il faut adapter ces drones en permanence. Le troisième point, c'est le coût. Aujourd'hui, un drone coûte beaucoup moins cher qu'un obus. C'est-à-dire que 5 fois moins cher qu'un missile sol-air. Oui, alors le solaire, j'en parle même pas, c'est très très loin. Mais même qu'un obus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on cherchait à savoir où était l'ennemi et on lui envoyait des obus. Et bien maintenant, on dit que ça coûte moins cher de lui envoyer un drone. Et puis, il y a tous les drones. On peut aller plus loin avec des drones en plus. Comment ? Et on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller plus loin avec des drones, c'est vrai. Et puis, il y a les autres drones dont parlait le reportage. C'est les drones qui, elles, aident à la survie. Les drones qui apportent
la nourriture, qui apportent les médicaments, parce qu'on ne peut plus aller au sol sur une frange de 40 km. Et puis, derrière les drones, il y a aussi toute la robotique. Il faut simplement se rappeler que nos sociétés sont des sociétés démographiquement en train de mourir. En 2030, on n'arrivera plus à recruter autant de soldats qu'on en a aujourd'hui, simplement parce que il y aura plus de jeunes sur le marché. Et donc, la première ligne, ce seront probablement des robots, parce qu'on ne pourra plus mettre assez de soldats. N'allez pas trop vite, Général. Vous avez dit beaucoup de choses. On va essayer d'explorer certains des points que vous avez abordés. D'abord sur l'innovation. Mélina, on le disait, la palette est très large. Peut-être avez-vous besoin d'un verre d'eau. Si on peut apporter un verre d'eau au Général Trinquant, s'il vous plaît. Certains drones aujourd'hui ont besoin d'une piste au décollage, mais pas tous. Certains sont porteurs d'une charge, donc d'une bombe, mais pas tous. Certains sont kamikazes, donc à usage unique. Certains font seulement du repérage. Il y a autant de drones que d'utilisation de drones ? Absolument. Et puis je rajoute aussi les drones très importants qui ont une fonction de miner le territoire. Oui. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important parce qu'on a quand même besoin, quand on est dans une guerre ouverte et de haute intensité comme celle en Ukraine, eh bien, de pouvoir miner sans perdre des hommes. Effectivement, vous avez rappelé aussi le problème humain qu'il y a derrière. Et donc, la question s'est posée à un moment donné. Éthiquement, on aura l'occasion d'en revenir parce qu'effectivement, les drones tels qu'on les connaît existent depuis les années 2010. Mais là où il y a une accélération, c'est que donc il y avait certains généraux qui expliquaient que même s'ils utilisaient des drones en 2014 lors de l'invasion du Donbass, notamment et de l'annexion de la Crimée, il y a eu 2018 qui a été une vraie révolution parce que vous parliez des petits drones de type commerciaux que les téléspectateurs et téléspectatrices ont peut-être même utilisés chez eux, effectivement, comme vous disiez, pour filmer leurs vacances. C'est le DJI Phantom. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est effectivement très peu cher et surtout que c'est adaptable. Moi, je me souviens à Izium être allé dans un laboratoire qui était un laboratoire de drones sur ce qu'on appelle un polygone, un endroit où les militaires s'entraînaient. Et ils me présentent un laboratoire. Et en fait, j'arrive, c'est une chambre qui fait 15 mètres carrés et il y a une petite imprimante 3D, il y a des DJI et l'un des soldats me montre une bouteille en me disant « Regardez cette charge-là, je vais pouvoir l'accrocher. Et là, en fait, je vais péter un char à 4 millions avec un drone qui m'a coûté quelques centaines d'euros. » Alors, évidemment que ça a révolutionné. Ce qui est vrai, c'est qu'au début, les Ukrainiens étaient vraiment beaucoup en avance par rapport aux Russes qui avaient compté beaucoup sur l'artillerie et qui ne faisaient pas beaucoup de fabrication de drones. Ils comptaient sur les drones Shahed iraniens, mais ils ne fabriquaient pas leurs propres drones à l'époque. Et en fait, ils ont été rattrapés, les Ukrainiens, surtout sur ces 2 dernières années. Et alors, juste pour revenir un petit peu sur la chronologie, donc il y a ces fameux drones DJI. Il y a eu les premiers Bayraktar en 2019, donc fabriqués par la Turquie. Ça a été révolutionnaire pour les Ukrainiens. Ce que je disais, c'est qu'en l'été 2022, c'est la première fois qu'on voit des frappes en profondeur par des drones. Et là, c'est vraiment, ça change toute la guerre parce que vous l'avez dit, un système, par exemple, Patriot de défense antiaérien, ça coûte, je crois, vous me corrigez si je me trompe, Général, 1 million par patriote à peu près de dollars, missile, oui. Ou 4 millions maximum, mais en tout cas 4 millions par missile, versus des drones à 50 000 maximum, voire 80 000 si on est dans les drones les plus sophistiqués, dollars. Donc on sature l'espace aérien. Derrière, ça coûte une fortune à protéger. Et c'est extrêmement compliqué de se défendre et de tenir sur la durée avec des chiffres pareils. Sachant qu'il faut donc un missile pour abattre un drone, si je comprends bien, effectivement, on comprend le rapport de force. Maintenant, vous dites effectivement que ça coûte beaucoup moins cher que des missiles, mais quand on entend ces chiffres astronomiques, des centaines de milliers de drones qui sont produits, je crois que le week-end dernier, c'est 1 millier de drones qui a été envoyé d'un seul coup sur l'Ukraine avec cette attaque massive. Comment est-ce que c'est possible techniquement ? Alors, techniquement, c'est l'industrie de défense russe qui s'est complètement orientée. C'est une économie de guerre, vraiment, là-bas, pas comme chez nous. Et donc, cette économie de guerre, elle a produit... Alors, au départ, elle a pris de la technologie, effectivement, iranienne ou turque. Et puis, elle l'a Aujourd'hui, elle est 100% autonome ? Oui, maintenant, aujourd'hui, ils fabriquent. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les frappes dans la profondeur ukrainienne cherchent à frapper les industries qui construisent ces drones. Parce que, évidemment, c'est plus efficace d'empêcher leur construction que d'essayer de les frapper dans l'air. Maintenant, la Russie est tellement gigantesque qu'il recule, qu'il disperse et que c'est de plus en plus difficile à faire. Mais c'est vrai que cette guerre des drones, elle est à tous les étages.
le drone stratégique, on en a parlé, les drones qui permettent de frapper dans la profondeur. Et là, très honnêtement, les Ukrainiens sont des champions parce qu'ils ont réussi à avoir des drones qui vont très loin et avec des charges de plus en plus lourdes et fabriqués eux aussi en Ukraine. 60% de l'armement utilisé en Ukraine est de l'armement fabriqué en Ukraine. Et puis, il y a toute cette masse de drones dans ce qu'on appelle la frange des contacts, dans les 40 km de part et d'autre, où il y a une masse de drones. Et c'est vrai que dans les frappes qu'on voit toutes les nuits russes, l'idée, c'est de submerger les systèmes de défense, pas les missiles, les systèmes de défense, c'est-à-dire les radars, l'informatique qui vous dit il faut tirer là, avec tel armement, etc., de les submerger et de laisser passer à l'intérieur des missiles qui, eux, portent des charges de 450 kg, les drones n'en sont pas capables, et qui frappent durement aux endroits. Et donc, il s'agit de saturer le système de défense antiaérien. Mais je voudrais rappeler que dans les dernières frappes qu'il y a eu, 90% des drones ont été détruits quand même. Et le 100% n'existera jamais. Donc ça veut dire que la défense antiaérienne ukrainienne, elle est quand même très efficace. Reste quand même, Gulliver Krag, on vous a retrouvé à Kiev après que la liaison a été rétablie. Reste que visiblement, la Russie a repris l'avantage, à minima, sur la production de drones. Et que font les Ukrainiens face à ça ? Il y a trois choses, je pense, qui inquiètent les Ukrainiens. La première, c'est le développement de ces drones intercepteurs par la Russie, parce que là, il y a eu une période où l'Ukraine avait vraiment une longueur d'avance avec ces drones intercepteurs. C'est en pas de ne plus être le cas. Deuxième chose, c'est la technologie de blocage, la guerre électronique par la Russie pour brouiller les signaux. Depuis toujours, les Russes ont été meilleurs en ça. C'est depuis l'époque soviétique, disent les experts ukrainiens. Ils n'arrivent pas vraiment à les rattraper. Et dans leur tentative de les rattraper, parfois les Ukrainiens en finissent par brouiller leurs propres signaux, comme ils ont beaucoup de différentes compagnies de start-up qui produisent, etc. Donc il y a un déficit technologique côté ukrainien sur le brouillage des ondes. Et puis, il y a la production de drones en Russie. Et là, paradoxalement, une chose que l'Ukraine craint, d'une certaine manière, c'est un cessez-le-feu. S'il y avait un cessez-le-feu dans les airs qui s'avérerait temporaire, eh bien, l'Ukraine ne pourrait plus tenter de bombarder les usines de drones en Russie si elle voulait respecter le cessez-le-feu. Même si ces frappes, je pense, n'ont pas été très efficaces, au moins ça a pu retarder un petit peu la production de ces drones et en détruire quelques-uns. Et la Russie pourrait profiter du cessez-le-feu pour vraiment accumuler un stock très important. Et la peur, c'est qu'on pourrait voir des frappes où ce n'est pas 800 000 drones en une seule nuit, mais peut-être 2-3 000 drones. Et là, vraiment, les systèmes de défense antiaériens, quoique très performants, comme le général disait, seraient clairement saturés et ce ne serait pas possible de les abattre tous. Mélina, oui, je réagissais parce que je réagissais aussi à ce que disaient à la fois Gulliver et le général Trinquant. C'est le côté détruire ces usines, ces usines de fabrication de drones. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un territoire qui est très large, la Russie. Il faut savoir qu'il y a 2 grandes usines de fabrication de drones, dont une qui est située au Tatarstan, c'est-à-dire à 1000 km de Moscou. Ça, il faut bien l'avoir en tête parce que on a beau avoir aujourd'hui des drones qui permettent de parcourir des distances absolument prodigieuses. On n'en est pas là non plus, sauf s'ils sont tirés depuis le territoire russe. Donc ça pose aussi la question des services de renseignement, des relais, etc. Et la deuxième chose, sur l'économie de guerre, non seulement il y a une économie de guerre en Russie qui est au service de cette fabrication des drones par millions, mais il y a aussi... Ils vont chercher des personnes jusque sur le continent africain. Je m'explique. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont révélé, de la part de nos confrères d'AP, mais aussi de Jeune Afrique, de plusieurs du média éthiopien et reporters, on a appris que des milliers de femmes africaines étaient recrutées via des petites annonces avec quelque chose d'assez alléchant. Ça s'appelle le Alabouga Start Programme. Et en gros, on leur disait pas trop ce qu'elles allaient faire, mais on leur promettait un peu mondes et merveilles et on leur promet des sommes assez conséquentes par rapport à ce qu'elles pourraient gagner à la maison. Donc on parle d'Éthiopiennes, de Tanzaniennes, de Maliennes, de Burkinabés, de Congolaises, qui en fait sont amenées jusqu'au Tatarstan et qui passent leur journée à assembler des drones. Alors évidemment, ça pose 1 milliard de questions éthiques. Elles se
plaignent de leurs conditions de travail, elles se plaignent du fait qu'elles pensaient travailler dans l'hôtellerie, la restauration ou que sais-je, et elles se retrouvent à fabriquer des drones. Et ben, le fait est que la Russie a pris ça très au sérieux, c'est-à-dire qu'ils savent que derrière, il va falloir augmenter la cadence, puis on essaie effectivement de placer ces usines le plus loin possible pour qu'elles soient inatteignables. Oui, alors l'appel à la population immigrée pour travailler en Russie est un vieux sujet. Hein. L'Asie centrale, Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. fournissaient beaucoup de gens. Mais le problème, c'est que souvent, ils ont été détournés du travail dans les usines pour aller sur le front. Et donc, on les remplace par effectivement des Africaines qui vont travailler. Au passage, ça rassure les Africains parce qu'on ne les envoie pas au front. Parce que les Africains, eux aussi, étaient recrutés et envoyés au front. Donc, il y a un glissement. Mais au passage, ça souligne un problème qu'on connaît en Europe, mais on l'identifie. Monsieur Poutine, lui, ne l'identifie pas. C'est un problème de main-d'œuvre, tout bêtement. C'est que la Russie perd entre 1000 à 2000 hommes par jour sur le front, et que la démographie russe se casse la figure comme chez nous. Sauf que chez nous, on n'a pas des milliers de gens qui vont combattre. Et donc, il y a un problème sur le long terme dans la population russe qui est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont au combat, qui vont être tués, qui vont être blessés. Et donc, on fait appel à une immigration extérieure pour produire cette industrie de guerre qui, d'une certaine façon, tue une partie de la population russe, ukrainienne bien sûr, mais russe également. Donc il y a un problème de fond que je crois M. Poutine balaye d'un revers de la main puisqu'il est dans son idéologie et veut gagner cette guerre-là. Mais sur le long terme, la Russie va souffrir de cette situation. J'ajoute d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais que pour l'instant, sauf erreur de ma part, la technologie ne permet pas à cette drone, encore une fois on l'a redit, dont la palette est très large, d'être tout à fait autonome. Il y a derrière un drone un opérateur, à minima, non? Oui, alors non, mais ça évolue très vite. Ah. Très vite. On parlait du brouillage. Alors pour ne pas être brouillé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne des points d'identification qui sont des points visuels. C'est-à-dire que la caméra et l'intelligence artificielle a enregistré le cheminement du drone et l'objectif du drone. Et donc, vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas être brouillé. Vous voyez, donc il y a... Avec les questions que ça pose, mais on y reviendra. Mais c'est ce que je disais à propos de l'innovation, ça va extrêmement vite. Et la guerre, malheureusement, est un laboratoire. Et on apprend à chaque frappe de drone ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et ce qu'il faut faire. Est-ce que, Gulliver, des échos que vous avez de l'état-major ukrainien notamment, on se dit qu'on est à un stade où la guerre, telle qu'on l'a connue, l'artillerie est devenue quasi obsolète? Les Ukrainiens, quand on interroge des experts ukrainiens ou des militaires ukrainiens et on pose une question de ce genre, ils disent « Ah non, il va toujours y avoir besoin d'infanterie, il va toujours y avoir une place pour l'artillerie » et ils s'attendent aussi à ce que la Russie, qu'on voit une sorte de retour du char cet automne, cet hiver, quand il y aura plus de boue, les Russes vont peut-être avoir recours à plus de véhicules blindés pour continuer leur offensive dans le Donbass. On va voir si c'est vraiment le cas, mais clairement, quand on sait qu'il y a un chiffre entre 80 et 90% des soldats russes qui sont tués par les Ukrainiens sont tués par des drones. Donc on comprend bien que les drones ont vraiment pris le devant partout. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez et ce que disait le général Trinquant, c'est plus du tout un pilote, un drone. Hein. Il y a des systèmes où on peut avoir des dizaines de drones qui volent en même temps et ils volent en automatique et le pilote il prend le contrôle de chacun à son tour pour aller mener la frappe, la phase finale où le drone kamikaze va s'écraser sur son cible, mais ça peut être un pilote et plusieurs drones, sinon plusieurs dizaines de drones. Donc les choses vont très vite, général, oui. Oui, les choses vont très vite dans le combat, les chars, etc. Par exemple, les Russes se sont adaptés au fait qu'il y avait des drones qui pouvaient détruire effectivement avec un obus qui coûte pas grand-chose, un char qui coûte des millions de roubles ou de dollars. Par exemple, les Russes aujourd'hui pratiquent l'infiltration par petites équipes, donc en quad ou en moto. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les gens vont trop vite et que les drones ne peuvent pas s'adapter. C'est un peu suicidaire au passage. Hein. Le type, il n'est pas protégé du tout. Et à tout moment, il peut y avoir un drone qui lui tire dessus. Mais il compte sur la rapidité de réaction du type en moto ou en quad pour éviter les drones. Et on voit bien que ça a changé complètement la phase de la guerre là-dedans. Une petite remarque
il y aura toujours de l'artillerie et toujours des chars, oui. On ne remplacera pas les chars demain. Non, parce qu'à un moment, il y aura besoin de cette masse et de cette protection. Au passage, on améliore la protection, hein, tout simplement, avec des brouilleurs, avec des cages, etc. Mais l'adaptation pour l'armée française, elle est là. Maintenant, dans toutes les unités, vous avez des unités de drones. On va y venir. Alors qu'il y a 2 ans, c'était impensable. Encore un mot, je voudrais vous faire réagir, Mélina, sur le chiffre qu'a donné Gulliver à l'instant. 90% des soldats ukrainiens tués aujourd'hui dans cette guerre russes, le sont par des drones. Oui, et c'est aussi pour ça qu'il y a tant d'investissements qui est fait. Je vous parlais d'un mini-laboratoire tout à l'heure. Maintenant, on est sur des laboratoires avec des milliers et des milliers de personnes qui sont constamment sur l'innovation, parce que vous avez raison de le dire, en général. Le problème, c'est que quand on produit autant et que la technologie avance si vite, on se retrouve très très vite dépassé. C'est ce qui s'est passé un petit peu en 2023. On a senti qu'il y a eu un shift complètement du côté des Russes. Et puis, au-delà des soldats tués, il y a une question d'empêchement. Quand on sature les drones, on parlait par exemple des drones qui ravitaillent, qui ne sont pas forcément là pour tuer, mais qui sont là pour apporter sur le front X ou Y chose. Il y a aussi, il ne faut jamais l'oublier en temps de guerre, ce qui est très important, c'est les secouristes. Les secouristes qui permettent d'évacuer les soldats qui sont blessés au front, à l'arrière et dans des hôpitaux un peu plus loin après dans les villes. Et ben, ce que me disait, et ça a commencé vraiment à partir de l'été 2023, ce que me disaient les secouristes qui travaillaient sur le front à Zaporijia notamment, ils me disaient mais on ne peut même plus, parfois on reste bloqué sous terre pendant des jours et des jours, alors qu'on n'a pas forcément d'autonomie pour autant de temps. On n'arrive pas à évacuer parce qu'il y a des drones qui bourdonnent au-dessus de nos têtes tout le temps. Et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, au-delà du fait que ça tue un drone ça rend parano. Je vous garantis que quand on est dans une tranchée, ça m'est arrivé dans la forêt de Serebriansky à Kremina, la toute petite partie de Louhansk, l'oblast, donc qui fait partie du Donbass, l'un des 2 oblasts, qui est encore aux mains des Ukrainiens, mais c'est pas du tout des habitations, c'est que des soldats. On est dans les tranchées, on est dans les forêts. Et ben, à un moment donné, je me suis surprise à paniquer parce qu'il y avait un scarabée qui volait à côté de moi. Et je me souviens du commandant qui explose de rire parce qu'il dit « Mais ça nous est tous arrivé, vous inquiétez pas, on est tous parano. Dès qu'on entend un bourdonnement, aujourd'hui, on pense qu'il y a un drone qui va débarquer. » Donc il y a aussi ça, il y a le côté très psychologique. Gulliver, précisément, c'était la question que je voulais vous poser. Alors on parle de ce que ces drones font subir comme stress aux hommes des 2 camps déployés sur le terrain, mais il y a aussi effectivement l'effet psychologique sur les civils, sur les Ukrainiens, et on l'a entendu aussi sur d'autres terrains de guerre, et notamment à Gaza. Ce bourdonnement incessant dans le ciel, ça aussi, ça permet d'exercer une pression psychologique sur la population. Oui, ça c'est sûr. Dans une ville comme Kiev, quand il y a une nuit de bombardement avec plusieurs centaines de drones, ça veut dire que personne ne dort bien. Et ça a ses effets sur non seulement la psychologie, mais juste aussi la capacité des gens à aller au travail et de continuer à faire fonctionner l'économie, etc. Quand tout le monde est extrêmement fatigué. Et c'est sûr que cela fait partie de la stratégie des Russes. Les Ukrainiens mettent beaucoup l'accent sur cet aspect terreur. Et je pense que c'est l'un des aspects. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue le fait que dans toutes ces frappes nocturnes, la plupart des cibles semblent être des cibles militaires ou industrielles. Et puis dans le lot, il y a aussi souvent quelques habitations et quelques installations civiles. Ainsi va la guerre. Ursula von der Leyen tenait hier son discours sur l'état de l'Union. On l'a suivi en direct sur France 24. Elle a bien sûr apporté son soutien à la Pologne après que donc ces drones ont été interceptés dans son espace aérien. Et puis elle a fait des annonces. On va l'écouter et on en parle juste après. Nous devons répondre à l'appel de nos amis baltes et bâtir ce mur de drones. Ce n'est pas une ambition abstraite, c'est le fondement d'une défense crédible. Une capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel, sans aucune ambiguïté sur nos intentions. L'Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire, mesdames et messieurs. Général Trinquant, quand Ursula von der Leyen parle hier à Strasbourg d'une alliance des drones, d'un mur anti-drone, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Vous savez qu'il n'y avait pas de commissaire s'occupant de la défense avant. Monsieur Le Breton a commencé
a travaillé sur le sujet, mais il n'était pas dédié à ça. Maintenant, il y a un commissaire dédié à l'industrie de défense. Parce que autant Mme von der Leyen sort complètement de ses clous de présidente de la Commission en parlant de défense, autant sur l'industrie de défense, elle a une certaine légitimité avec un commissaire qui est dédié. Et donc, c'est important parce que les Européens se réveillent, mais se réveillent tardivement et doucement. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la Pologne, hein. En fait, les Européens veulent soutenir l'Ukraine, mais ne veulent pas aller à la guerre et veulent rester en dehors de tout ça. Et les citoyens européens, français comme les autres, ne sont pas en guerre. Ils veulent continuer à vivre et à discuter de la retraite à 60 ans, de tout ce que vous voulez. Donc, on est très loin de tout ça. Et donc là, il y a un réveil nécessaire, une accélération. Les armées, globalement, européennes, vous disent, attention, la menace militaire. Je ne parle pas de la menace de la désinformation dont vous parliez tout à l'heure à très juste titre. C'est 2030. 2030, c'est dans 5 ans. Donc il y a une accélération fantastique en mettant en œuvre. Et sur la question précise des drones, Mélina, ou Général, comme vous le sentez, est-ce que les armées européennes sont à la traîne? Ou est-ce qu'effectivement, voilà, le choc est arrivé et on a embrayé des projets, des programmes, etc. On voit qu'il y a une prise de conscience, en tout cas je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la France, notamment de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, d'accélérer sur la technologie notamment, mais pas que, sur le côté aussi très pratico-pratique. Parce qu'il y a aussi une chose dont il faut prendre conscience, c'est que l'Ukraine a été un laboratoire aussi pour nos armées européennes. Donc, il y a eu à la fois de la formation type OTAN du côté des Européens fournis aux soldats ukrainiens, mais les soldats ukrainiens ont dit, c'est super l'OTAN, mais nous, en fait, au quotidien, il se passe ça, Ils ont fait des retours de terrain, quoi. Ils ont fait des rétex, ce qu'on appelle des rétex, et ils ont dit, là, concrètement, c'est bien joli, votre drone, il est merveilleux, c'est comme le char Leclerc, il est super technologique, il coûte une fortune, vous allez mettre du temps à le produire, nous, on a besoin de saturer l'espace, donc on fait ça, mais nous, on produit des drones avec nos imprimantes 3D. Alors, oui, et du coup, il y a un groupe d'artillerie qui est le 17e groupe d'artillerie, je crois, à Biscarrosse, qui s'est lancé en France aussi dans ce grand laboratoire de est-ce qu'on ne peut pas faire des drones, mais est-ce qu'on ne peut pas les faire aussi sur le terrain directement? Donc, ils ont mis en place, je crois que c'était en 2021, et ils ont annoncé ça, ce qu'ils appellent une fabrique autonome mobile. Donc, c'est un espèce d'atelier conteneurisé qui peut être tracté par un 4x4, donc un véhicule de type VT4, c'est un 4x4 quoi. Il dispose de 10 imprimantes 3D et en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent produire jusqu'à 60 drones par jour parce qu'ils ont un générateur qui fonctionne en autonomie de 19 heures. Et ils se disent, en fait, ça, c'est important parce qu'il faut qu'on soit mobile. Alors, ça pose la question de comment on protège ces choses qui vont aller bouger, mais qui peuvent être près du front, qui peuvent se déplacer, qui peuvent s'adapter au terrain, etc. Donc, on sent qu'il y a une volonté du côté de l'armée française. Après, voilà, on a pris un retard, mais ça, c'est évident. Avant de vous redonner la parole, Général Gulliver Krak depuis Kiev, quand les Ukrainiens entendent depuis Strasbourg la patronne de la Commission européenne parler de la nécessité de faire une alliance des drones, d'un mur anti-drone, comment est-ce qu'on le reçoit chez vous? Il y a un sentiment, je pense, en Ukraine que l'Europe est en train de se réveiller et que quelque part Trump aura servi à faire se rendre compte aux Européens qu'ils doivent penser plus à leur propre défense et qu'ils pourraient aussi commencer à se rendre compte que la meilleure manière de se défendre eux-mêmes, c'est de défendre l'Ukraine. Cela a été la rhétorique de l'Ukraine depuis des années et c'est de plus en plus souvent repris par les leaders européens, mais il n'est pas accompagné par la chose vraiment efficace que, selon les Ukrainiens, les Européens pourraient faire, et ça, c'est d'utiliser les 300 milliards de dollars d'avoirs russes qui sont actuellement gelés pour dépenser cela pour l'aide militaire à l'Ukraine. Elle l'a évoqué, Ursula von der Leyen. Oui, elle l'a évoqué tout à fait. Je reviens sur deux points. D'abord, qu'est-ce qu'elle a dit? Que justement ces 300 milliards devaient être utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine. Aujourd'hui, avec un prêt, etc., un montage. Mais je veux dire, elle l'a évoqué. Je reviens sur deux points. D'abord, la fabrication des drones. Il y a des entreprises françaises qui fabriquent des drones en Ukraine aujourd'hui et qui donc bénéficient du laboratoire, entre guillemets, de l'armée ukrainienne pour améliorer en permanence les choses. Sur le rétex, aujourd'hui, le retour d'expérience, en fait, vous avez de plus en plus d'unités de drones dans toutes les unités militaires françaises. Et ce qui est intéressant, c'est que
si vous voulez, c'est pas un système hiérarchique. C'est parfois les utilisateurs qui apportent des innovations. Et ça, c'est quelque chose, je pense que l'Agence de l'innovation de défense, qui est en place depuis quelques années en France, a beaucoup mobilisé. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui viennent vous apporter une idée et qui font exploser le système par le bas. Et ça, c'est extrêmement important. Mais encore une fois, on a parlé pour la France d'une industrie automobile qui allait fabriquer des drones. Hein, ça, c'est l'industrie de guerre. C'est-à-dire, vous allez fabriquer moins de voitures, mettez-vous à fabriquer des drones. Les Allemands sont très en avance là-dessus, les Français commencent, et c'est important, effectivement, parce que l'indépendance de l'Europe, l'autonomie dépend de ça. Moi, puisqu'on parlait de M. Trump et de son rôle dans le réveil européen, moi, je dis qu'un jour, on va élever une statue à M. Poutine et à M. Trump à Bruxelles pour les remercier de nous avoir permis de nous réveiller. Malgré nous, et à quel prix? On parle depuis tout à l'heure, Mélina, innovation, technologie. On n'oublie pas que derrière ces drones, il y a des hommes qui meurent des deux côtés. Et cette guerre des drones 2.0, elle pose des questions d'ordre quasi métaphysique, philosophique. C'est celle de la responsabilité. On est sur des machines à tuer, pilotées, nous le disait Gulliver tout à l'heure, de plus en plus de façon autonome. En cas de bavure, qui est à blâmer? En cas demain de drones qui tombent dans les mains de groupes terroristes, comment est-ce qu'on les contrôle? Comment est-ce qu'on les encadre? Quels droits? Quelles conventions? Alors, c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle technicité, on parle du coût. Juste pour revenir sur ce coût, parce que c'est important, effectivement, les Européens bénéficient du retour d'expérience des Ukrainiens, mais les drones ukrainiens restent, je crois que c'est 3 fois supérieur aux drones européens en termes de prix et d'efficacité. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a dit qu'il va y avoir des milliards investis dans la défense européenne, il y a la question effectivement éthique, mais c'est une question qui n'est pas nouvelle. Dans les années 2010, sous l'administration Obama, il y avait eu, je pense que tout le monde a oublié ça, mais dans les années 2010, il y avait eu un énorme débat parce que des enquêtes, notamment de The Intercept, du New York Times, il y avait des documents qui avaient fui de 2013, donc il y a 12 ans, qui montraient que les drones tueurs qui étaient utilisés dans la guerre en Afghanistan, en Syrie, en Irak, 90% de ce qu'ils appelaient des victimes collatérales n'étaient pas des cibles et étaient des civils. Et ça avait posé la question de « mais attendez, c'est censé être clinique, c'est censé être chirurgical, c'est ce que la technologie nous promet, c'est ce qu'on nous avance comme argument pour dire « regardez, on va faire des guerres beaucoup plus propres ». Déjà, le concept est quand même assez intéressant. C'est ironique, bien sûr. Et donc, évidemment, ça avait posé cette question-là. Et puis, on a oublié, et là, on a un engouement, on a presque une fascination pour les drones. On en parle souvent en plateau, les gens en parlent beaucoup chez eux, on en parle beaucoup en Ukraine sur le terrain parce que ça impacte la vie au quotidien. Mais c'est vrai que je trouve que la question éthique, elle ne se pose quasiment pas. Et juste pour terminer sur une chose qui me paraît mais complètement sidérant et en même temps tout à fait logique, c'est dans la nature de la guerre. Là, il y a même, pour motiver les pilotes ukrainiens à utiliser des drones et à être beaucoup plus forts, en fait, il y a des XP, donc c'est-à-dire des points qu'on va conférer. Donc il y a des brigades qui organisent ça, des bataillons qui disent en fait on va élire le meilleur joueur de l'année, enfin le meilleur pilote avec X cibles attaquées et neutralisées, il aura X points et donc voilà on va faire des concours. On est quasiment dans un jeu vidéo, quoi. Oui. L'éthique, je le mets entre guillemets, et le rôle des drones et plus largement de l'intelligence artificielle dans la guerre, ça a été documenté aussi sur l'offensive israélienne à Gaza. Certains de nos confrères israéliens ont notamment montré que, contrairement effectivement, comme le disait Mélina, à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce qu'il y a plus d'intelligence artificielle, plus de robotique, que la guerre n'est pas moins meurtrière, au contraire. Oui, complètement. Alors, le problème de l'éthique et des drones, c'est un sujet qui a été traité depuis très longtemps dans l'armée française. C'est au passage pour ça qu'au départ, on ne voulait pas les armer. Et le premier point, ça a été de toujours mettre l'homme dans la boucle. Ce qu'on appelait mettre dans la boucle. Et par exemple, quand on utilisait des drones au Sahel, eh bien, les pilotes de drones étaient au Niger. Et non pas quelque part en France à faire les 3-8, vous voyez, à être un peu déconnecté de la guerre. Il fallait qu'ils soient dans la guerre. Maintenant, la révolution, c'est effectivement l'intelligence artificielle et l'efficacité de ces systèmes-là. Quand vous envoyez des drones, une myriade de drones qui sont pilotés par l'intelligence artificielle, vous avez quand même beaucoup de mal à avoir l'homme dans la boucle jusqu'au bout, jusqu'à la
à la phase finale. Donc c'est un sujet qui est toujours étudié, on cherche toujours à avoir l'homme dans la boucle, d'où le fait qu'on cherche à ce que ce soit vraiment le pilote qui aille jusqu'au bout, et que dans l'intelligence artificielle, on ait bien identifié la cible, et surtout, que l'intelligence artificielle prenne en compte les dégâts collatéraux. C'est important. Vous parliez d'Israël, on prétend qu'il y a des missiles israéliens qui, dans la définition des dégâts collatéraux, c'est que tant qu'il y en avait moins de 100, tout allait bien. Vous voyez, donc c'est un vrai sujet et qui nécessite beaucoup d'attention. Le temps de la réflexion n'étant pas celui de la guerre. Merci infiniment, Général Dominique Trinquant. D'un monde à l'autre, chez Robert Laffont, d'être venu ce matin sur ce plateau. Mélina, merci encore de votre disponibilité. Merci beaucoup, Gulliver, d'avoir participé à ces discussions à distance. Je renvoie bien sûr à votre correspondance et vos reportages à retrouver sur le site internet de France 24. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.